Alors bonjour, bienvenue sur le stand de Ligne 16. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter et de vous présenter la chaîne DataGull. Alors, donc Sylvain Lapoix, je suis co-auteur de DataGull et enquêteur principal pour le programme. Et Laurent Kinowski, on m'appelle Kino et moi je m'occupe du motion design et de la direction artistique de DataGull. Et DataGull, c'est une chaîne qui existe depuis maintenant 5 ans et qui se consacre à l'explication rigoureuse mais provocatrice de sujets de société extrêmement variés, depuis le porno au modèle allemand, en passant par le charbon. Alors non pas le modèle allemand du porno, mais le porno, virgule, le modèle allemand. Le charbon et beaucoup de thématiques économiques, politiques, changement climatique, sociétal, avec une grande transparence et en même temps un grand souci de l'échange avec la communauté. Je vous ai invité ici pour vous poser la question suivante. Que pensez-vous de la société actuelle dans laquelle on vit, où nous sommes constamment rivés devant nos écrans et où nous sommes globalement de plus en plus entourés d'écrans? Alors je vais répondre en tant que journaliste et Kino en tant que producteur de visuel, je pense. Ça va être différent, ma réponse va différer. En tant que journaliste, ça fait 12 ans que je fais ce métier et j'ai toujours fait ma carrière sur Internet, même quand j'étais dans des médias à print. Donc pour moi, les écrans, c'est devenu un moyen d'atteindre et d'interagir avec les citoyens et les citoyennes, avec mon public, ce qui était avant pas le cas pour beaucoup de mes confrères et consoeurs avant qu'Internet soit aussi généralisé et démocratisé. Donc pour moi, l'écran est devenu une interface pour interagir avec des logiciels, des services, mais aussi pour interagir avec des personnes. Mais ce qui me pose parfois problème avec l'écran, c'est que l'écran d'une interface, donc d'un truc qui permet d'échanger, devient aussi parfois un mur et une limite. À la fois un mur dans le sens où finalement ça coupe la discussion à un certain moment, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne passent plus, et aussi un mur parce que ça empêche certains types d'interactions très particuliers qui sont nécessaires, je pense, pour la formation de l'esprit critique, la confrontation des idées et aussi une interaction plus riche et plus constructive d'un lien social. C'est pour ça que par exemple dans le dernier documentaire qu'on a fait, Démocratie, qui parle de démocratie, on a réalisé que finalement l'écran était un bon lieu pour commencer la discussion, mais que la discussion la plus efficace politiquement, socialement, qui allait changer quelque chose dans la relation et dans la perception du travail, elle pouvait se faire celle-là que quand on allait dans une projection débat rencontrer vraiment directement les personnes et cette fois-ci ne plus avoir un écran entre nos yeux, entre nos oreilles et nos bouches pour pouvoir communiquer entièrement en présence. Et ce lien-là, l'écran ne peut pas le restituer, mais il peut l'initier. Alors moi j'ai mon micro déjà. Ok, d'accord. Je le reprends. Alors j'aurais pu donner aussi cette réponse-là, mais comme j'ai un travail particulier, je vais répondre sous un autre angle, qui est celui du motion designer ou du graphiste que je suis. Je fais ce métier-là depuis 1986, c'était l'autre siècle. Donc en gros, on peut dire que je passe ma vie devant un écran. Et pour moi, dans ce sens-là, l'écran, c'est un outil. C'est une porte ouverte sur mon imaginaire et la technique dont j'ai besoin pour faire mon métier. Donc c'est rien de particulier pour moi un écran, j'en ai plein des écrans et en fait j'en ai trop. Maintenant je travaille sur mon portable et mon écran n'est pas dissocié de mon ordinateur. En fait mon outil ordinateur c'est vraiment la prolongation, comme pour beaucoup de gens qui fabriquent des choses, la prolongation de mes mains, de ma tête, de mon imagination et c'est un moyen de production pour faire mon métier. Rien de plus. Sinon effectivement le fait du point de vue de la communication à travers les écrans, je préférais l'époque, puisque j'ai la chance de l'avoir connue, où il n'y avait pas besoin d'écran pour communiquer et j'aimerais qu'on puisse, de nos jours, c'est banal comme réponse de ce côté-là, mais continuer à communiquer plus en direct comme on le fait maintenant, plutôt comme moi je le fais avec mademoiselle, plutôt qu'à travers un écran. Cela dit, il y a du bon et du mauvais dans les deux. En tout cas, pour la première partie de ma réponse, l'écran ce n'est rien de plus qu'un moyen, un médium, un outil. Bonjour. Et ne pensez-vous pas que justement aujourd'hui il y a des nouvelles formes justement par rapport aux jeunes générations qui vont plutôt utiliser les réseaux sociaux, l'écran pour trouver un besoin de réel
ou bien même comment dire, c'est-à-dire ils vont rencontrer quelqu'un via le virtuel, mais au fond, après, ça devient une rencontre réelle. Alors que bon, avant, c'était pas le cas, quoi. On allait directement rencontrer dans la rue les gens, et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. Je pense que l'écran a cette capacité extraordinaire et en fait Internet, donc quelque chose qui est derrière l'écran, d'être donc cette interface de médiation qui permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. Alors, il y a du bon et du mauvais, hein. Il y a des communautés qui se forment, mais si on prend le bon, par exemple, aujourd'hui, les écrans, les interfaces comme Internet, enfin Internet et les Internet, les différents canaux que ça implique, ont permis à des personnes qui hier se trouvaient bizarres ou étaient rejetées par la société, je pense à des choses très banales, mais des personnes qui ont des identités de genre non normatives, qui ont des sexualités qui sont non hétérosexuelles et qui, pendant très longtemps, du fait de la pression d'autorités institutionnelles, religieuses, etc., étaient isolées. Internet, l'un des premiers usages qui a été fait d'Internet, c'était les sites de rencontres, et ça l'est encore aujourd'hui. C'était permettre à des gens d'une même communauté religieuse de se rencontrer, d'une même préférence sexuelle de se rencontrer, du coup de créer des communautés qui n'auraient pas pu, ou alors qui auraient été immédiatement, qui seraient passées dans une forme de clandestinité, mais qui complexifiaient leur rencontre. Maintenant, c'est très simplifié. Et ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que vous pouvez avoir des dizaines de milliers de perdus qui vont se retrouver et se convaincre que la Terre est plate et s'entretenir dans cette croyance-là. Mais cette capacité de créer de la communauté, c'est un truc qui est médium. Pour moi, c'est pas le propre de l'écran, c'est vraiment plus cette capacité d'interconnexion que crée Internet. La démocratisation des écrans, oui. Le fait qu'aujourd'hui, ça coûte pas 10 000 balles d'avoir un ordinateur, le fait que vous pouvez avoir un contrat de téléphone subventionné pour 2 € par mois et que n'importe qui peut avoir accès à Facebook, à Messenger, WhatsApp, Snapchat, n'importe quoi, n'importe quel système de mise en relation comme ça change beaucoup de choses. Et après, là où c'est extraordinaire, c'est que les interfaces d'écran peuvent être des médiums de transmission de la connaissance hors du commun. Sans écran, OpenStreetMap et Wikipédia, qui sont deux des communs les plus incroyables de l'histoire de l'humanité, n'auraient jamais existé. Et ces interfaces, ces écrans ont permis à ça de naître et aux communautés de se développer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, grâce à ces deux trucs-là, même isolément tout le reste, accès à plus de connaissances que jamais, grâce à des personnes qui ont pu se rencontrer autour de ces centres d'intérêt. Avant, ça n'aurait pas été possible, et c'est mis à disposition du plus grand nombre par ces interfaces-là. Toujours. Moi, je vais rester sur la partie de la question qui concerne l'écran en tant qu'interface, oui, et non pas l'élargir aux moyens de communiquer, des réseaux sociaux et tout ça. Je pense que les écrans vont disparaître dans pas très longtemps. En se baladant dans le salon, on voit pas mal de gens avec des casques de réalité virtuelle. Et je pense que la prochaine interface qui va nous permettre de communiquer avec nos machines, de voir en fait ce que les écrans nous montrent maintenant, ça va être ça. C'est pas un scoop, mais moi j'attends avec impatience en tant que graphiste, donc d'utilisateur d'interface avec mes raccourcis clavier, mon clavier, ma souris, mes crampes, mon canal carpien. J'attends Minority Report, j'attends une interface différente qui va me permettre de contrôler ma machine, non seulement encore avec mes mains, mais avec tout mon corps, en faisant de l'exercice par exemple en même temps, en manipulant mon ouais, mais c'est-à-dire quand vous dites une autre interface que l'écran par rapport au smartphone. Non, alors moi je travaille pas sur mon smartphone, mais ça pourrait être un exemple aussi, oui. Là, si je me visualise moi dans quelques années en train de faire mon travail de graphiste, non pas assis sur ma chaise devant mon écran, donc prisonnier de cet environnement-là, prisonnier de l'endroit où j'ai choisi de le faire, mon bureau, mon salon. Mais imaginons que je travaille avec un réalisateur à côté de moi ou avec un collaborateur, en début de journée, en prenant un croissant, un café, décider aussi dans quel contexte on va travailler toute la journée. Décider si on va bosser au bord du Grand Canyon, dans une forêt, et donc tous les deux, avec nos casques virtuels, se positionner dans un environnement de travail agréable, en voyant bien sûr à travers le casque la même chose l'un et l'autre. Moi, étant capable, grâce à cette interface et des capteurs, de manipuler mon logiciel d'une manière totalement nouvelle,
Et du coup, d'être complètement... Alors, ça va pas plaire à tout le monde, hein, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'attends ça avec impatience parce que ça fait 30 ans que je suis sur ma chaise devant mon écran à faire mon métier de la même manière et j'ai jamais vu, à part ce qui se passe à l'intérieur de l'ordinateur, une évolution aussi lente au niveau de l'interface. Moi, écran. Après, les ordinateurs ont beaucoup évolué et il s'est passé plein de choses dans mon métier. Le résultat, quand on me voit de l'extérieur, c'est toujours moi, de dos, devant mon écran, sur ma chaise. Et ça, il faut que ça change et je pense que heureusement, avant que je prenne ma retraite, ça va venir. Et ce sera extrêmement agréable de vivre, encore une fois, cette transition technologique. J'en ai vécu beaucoup, mais celle de la chaise et de l'écran, je l'attends avec impatience. Et alors, ce que tu dis là, ça m'intéresse. Ce que tu dis là, ça m'intéresse vachement. Parce que si je prends ton point de vue qui est très juste, hein, pour moi, l'écran n'est qu'un outil. Donc, à cet égard, ce n'est qu'une interface. Mais les implications de ce que tu dis là, c'est presque anthropologique. Ah oui, ça va changer l'être humain, ça va en faire un cyborg. Mais du On est coup, d'accord. c'est là où je suis pas totalement sûr qu'on sautera si vite. Parce que j'ai beau, moi, plus j'avance dans ma maîtrise des écrans comme outil, et au contraire, plus je me sers de mes doigts. Moi, je programme maintenant. Je fais beaucoup de programmation quotidiennement, c'est devenu un de mes outils de recherche, un de mes outils d'analyse, un de mes outils de plein de trucs. Et plus je fais de programmation, et finalement, plus je m'éloigne de ces interfaces visuelles qui me paraissent, pour reprendre l'expression, j'ai lu ça un jour dans un post de blog, c'est les graphic user interface, les interfaces graphiques. J'ai vu, ouais. L'aiguille, c'est vraiment des trucs, on dirait des magasins de bonbons. Et moi, ça m'énerve parce que ça cache plein de choses. Et finalement, il n'empêche que quand tu regardes une interface en ligne de commande, c'est une interface où tout est écrit. Et finalement, l'écran, aujourd'hui, l'efficacité la plus optimale, ça reste ce qui est écrit. Et moi, ce qui m'inquiète dans la réalité virtuelle comme nouvelle interface, c'est que finalement, tu as tout un sous-texte, au sens propre du terme d'ailleurs, qui t'est caché. C'est-à-dire qu'on va te faire apparaître des icônes, mais qui est-ce qui choisit que c'est que l'icône? Et puis toutes les options que tu vas avoir, et tu me disais toi-même, dans les outils que tu utilises, il y a plein d'options cachées que tu aimerais bien savoir manipuler avec des langages de programmation. Donc pour moi, paradoxalement, il y a deux trucs auxquels je ne crois pas du tout. C'est les interfaces vocales. Si ça devait marcher, on serait déjà en capacité de le faire. Les seules personnes pour qui ça marche, c'est les personnes âgées dans ma famille. Ou les gens qui ont des handicaps. Effectivement, et les personnes qui sont non valides sur ce plan-là, qui en ont besoin. Ça, c'est un besoin. Donc c'est bien. Je ne crois pas non plus aux interfaces vocales. Mais la généralisation de tu parles à ta machine, déjà, c'est la porte ouverte à tous les espionnages. Et d'autre part, c'est pas une façon naturelle. C'est pour ça que je dis c'est anthropologique, parce que le rapport au tactile, c'est bien. C'est un peu primaire, c'est de toucher comme ça. Mais moi, ça me gonfle d'avoir une interface où si tu tapes pas sur le bon endroit, ça lit pas ta foutue vidéo. Je préfère avoir ma bonne barre espace du milieu là, avec mon pouce en plus. C'est pas t'en servir. Rien ne t'empêche de cliquer au bon endroit. Non, mais attends, je suis sous Linux et j'utilise très peu la souris. Et régulièrement, j'ai des problèmes de chargement du driver souris et je fais tout au clavier. Mais bien sûr Mac. Mais non, mais qui a besoin d'être sous Mac? C'est encore plus contrôlé comme environnement. Avec toi, mais contrôle les environnements. Je pense que derrière ça, la question de qu'est-ce qu'il y a après l'écran, c'est aussi la question de qui est-ce qui détermine l'environnement dans lequel tu évolues en termes d'interface. Bah jusque-là. Les interfaces, elles surdéterminent une grosse partie de ton rapport au service qu'on te donne. Et il est 19h30, hein, juste pour... Les logiciels que j'utilise te permettent de fabriquer toi-même ton interface. Donc c'est toi qui choisis tes boutons, où tu les places, leur forme, leur taille et leur fonctionnalité. Donc de ce côté-là, tu es déjà assez libre. Mais ça ne suffit pas, tu es toujours assis sur ta chaise. Je ne dis pas que tout le monde derrière des casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose que j'anticipe avec plaisir. Mais pour mon métier, de dire hier j'ai travaillé au bord d'un lac, aujourd'hui je me mets dans un univers que j'ai fabriqué moi-même qui est complètement abstrait, demain je ferai autre chose, ça va apporter quelque chose je pense à ma création et après on les enlève, on passe à autre chose, on prend un café, on se discute, on se regarde dans les yeux. C'est pas bien si tout le monde ici avait ça, mais au moment de commencer ton travail le matin, j'aimerais bien avoir ça, à condition que j'en maîtrise tous les... Après tout je suis graphiste, les interfaces ça me connaît. C'est moi qui fabrique mon interface, c'est moi qui mets mon casque, c'est moi qui me mets dans l'univers où j'ai envie d'être et ça apporte vachement à mes conditions de travail. Donc voilà, finalement toi
Ben oui, j'ai pas Sur l'environnement de travail. Alors j'ai un métier qui me fait voyager, mais une fois que j'ai pris l'avion, que j'ai voyagé, que je suis arrivé à ma destination, c'est la même chaise, le même écran. Donc j'ai besoin de ça aussi, d'une évasion virtuelle. Moi, mon inquiétude, c'est qui est-ce qui fabrique l'interface qui te permet d'avoir accès à ça? Parce que le contrôle de cette interface, du coup, devient un contrôle de ton environnement de travail. Et j'essaye, pour ma part, notamment avec le code, d'échapper de plus en plus à ça, parce que ce qui me fait flipper, c'est que tu as aujourd'hui des études sur à quel point, par exemple, le fait de sweeper dans des apps de rencontre, ça modifie ta perception de ce que tu fais. Donc ton interaction avec l'écran devient un surdéterminant de ta perception de l'acte que tu es en train de faire. Et du coup, celles et ceux qui conçoivent les interfaces conçoivent aussi ton rapport à cette partie du monde-là qui est derrière l'écran. Et comme cette partie du monde-là qui est derrière l'écran finit par englober tout le reste en termes de rapports sociaux, de rapports commerciaux, de tout ça, et ben, je me méfie de ces interfaces trop intégrées qui finalement vont te cacher tout ce qu'elles ne te montrent pas. Je suis d'accord, pour les réseaux sociaux, pour Sur tout des ça, choix, mais même pour les interfaces de travail, je pense. Donc on c'est pour pourrait ça en que je- discuter longtemps. On pourra en discuter longtemps, On va hein, le la faire, vache. d'ailleurs, On va le faire. C'est rigolo cette discussion parce que c'est un programmeur, t'es un programmeur, de ce que j'ai compris. Journaliste développeur, mais bon. T'es développeur et toi tu utilises ce qui serait capable de développer lui. Du coup c'est assez rigolo le contraste parce que lui il parle de tout ce qu'il y a derrière et toi tu parles de tout ce qu'il y a devant. C'est vrai. La question était assez vague pour que justement au niveau des réponses, il y a plusieurs strates. Un écran, c'est un écran, mais c'est pas un écran. Dans la question, le mot écran, il était, tu pouvais répondre. ce que tu Du veux. coup la discussion que vous avez est très intéressante parce que tu parlais sur la réalité virtuelle. J'ai fait du développement rapidement pour un jeu en réalité virtuelle et c'est vrai que quand tu affiches des trucs ou quand c'est encore un autre univers que quand tu fais du développement pour simplement une application sur un écran quoi. C'est un autre univers qui même c'est que deux écrans qui sont dans un casque quoi. Pour moi aujourd'hui, les personnes qui conçoivent les interfaces qui te permettent d'accéder à des services de base, tu vas gérer ton compte en banque, tu vas gérer tes remboursements de sécurité sociale, tu vas gérer tes déplacements, tu vas gérer tes mails, donc tes interactions professionnelles beaucoup, à travers ces interfaces. En fait, ces interfaces sont vectrices de biais, sont vectrices de... Et même là, je parlais d'un truc beaucoup plus anecdotique de toutes les fonctionnalités auxquelles tu n'as pas accès avec ta souris. Mais au-delà de ça, tu as aussi des vrais biais qui font que quand tu fais un formulaire, il y a un moment où est-ce que tu demandes son genre à une personne? Et dans ce cas-là, comment tu lui demandes et quelles options tu lui donnes pour répondre? Et toute cette interface-là va induire plein de biais. Et si tu n'y réfléchis pas avant, concrètement, tu peux façonner au travers l'écran et l'accès par l'écran tout un monde et toutes les réponses qui vont être apportées. Donc à ce sens-là, c'est de l'éthique, derrière, de l'éthique qui arrive. Non, j'ai rien à répondre là-dessus, moi, je suis d'accord. Moi, j'avais une autre question qui m'est venue en vous écoutant parler. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez à l'heure actuelle du numérique et d'Internet, de l'information, notamment par rapport à YouTube et surtout par rapport à la désinformation et à la fake news, notamment avec votre travail de DataGull, qui est quand même un gros travail de recherche, de compilation de données et de réflexion. Comment vous positionnez-vous par rapport à tout ça et qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je vais répondre en premier. Parce qu'il va falloir qu'on tarde pas trop non plus. Bien sûr, là vous me questionnez en tant que par rapport à la profession que je fais, je ne vais pas répondre d'une manière personnelle. Moi j'essaye à travers le motion design que j'injecte dans DataGull de suivre la ligne qui a été fixée au départ, qui est de collecter des données. C'est déjà une grande étape, c'est le travail de Sylvain, et de ne pas les trahir dans la manière dont je les transmets à l'écran. Maintenant, on est d'accord, les données, c'est pas excitant. Il faut les rendre un peu sexy, il faut mettre un peu d'humour dans tout ça, un peu de dérision, on va pas trop se prendre au sérieux, tout en gardant on sait, la moyenne d'attention sur Internet, c'est aux alentours d'1 minute et demie. Nous, on a un format maintenant qui est passé de 4 minutes à 12 minutes, donc il faut y injecter un peu de fun. C'est ce que j'essaye de faire. Avec mes moyens, j'arrive en bout de chaîne, donc voilà, je suis le travail de quelqu'un et mon travail est beaucoup plus formel
que je travaille sur la forme, je ne travaille pas sur le fond. Au final, sur YouTube, c'est ce qu'on va voir en premier au final. Donc c'est quand même très Et important. curieusement, ça a une importance très grande pour moi, mais insoupçonnée. Il y a beaucoup de commentaires sur le fond dans les vidéos qu'on met en ligne. Et j'ai été vraiment étonné dès les premières vidéos d'avoir autant de commentaires sur la forme. Parce que pour moi, c'est un métier qui intéresse vraiment les gens qui sont dans ma communauté de motion designer ou de directeur artistique. Et mon expérience précédente, dans les dizaines d'années où j'ai fait ce métier, on ne commente pas beaucoup l'habillage télévisuel, les identités de chaînes de télévision, les génériques. C'est pas quelque chose dont on parle de ce qu'on a vu dans l'émission, du présentateur, du contenu, des interviews. Mais l'habillage de chaîne, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce que c'est, parce que les gens ne le voient même pas. Ouais. Quand on leur dit « Ah oui, tu as raison, le logo de France 2, c'est pas le même que TF1, il y a des bandes annonces et des choses comme ça, il y a un univers graphique dans lequel tout ça est mis en valeur. » C'est la même chose pour DataGirl, c'est une mise en valeur graphique du contenu. Et il est important que l'un ne trahisse pas l'autre. Comme j'arrive après, il est important pour moi moi je ne peux pas être trahi par le texte puisque mon travail arrive après. Donc de ne pas trahir le texte, de ne pas trahir le contenu, de ne pas distraire la personne qui regarde. Et aussi de faire en sorte que ça reste compréhensible, parce que lu, c'est compréhensible, illustré, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en rajoutant de l'information, on peut du coup brouiller complètement les pistes. Donc il y a une grosse recherche à ce niveau-là, on pourrait la détailler là, mais ce n'est pas le lieu. Il y a une grosse recherche pour être sûr que la personne qui regarde ne perde pas le fil, qu'aucune information ne soit perdue. Voilà. Tout en sachant qu'on a maintenant 86 épisodes en ligne, en laissant une marge à l'intérieur de cette charte graphique, qui n'en est pas vraiment une, pour éviter l'ennui. Parce que répéter 86 fois exactement les mêmes principes d'animation en se limitant à des choses qu'on aurait fixées dès le premier jour sans imaginer toutes les évolutions qui peuvent y arriver, je pense qu'on a bien vu ça dès les premiers épisodes. On a laissé ça très ouvert, tout en gardant une unité graphique qui est super importante. On y est bien arrivé, on s'en félicite, on espère que ça va continuer longtemps et qu'on ne s'en lassera pas graphiquement. Toujours, je parle toujours du point de vue graphique. Donc voilà, je pense que c'est parfaitement adapté pour l'instant. Ça se prête à tous les sujets, ceux où il y a plein de data, ceux où il y en a moins, ceux qui sont plus abstraits, plus concrets. Pour l'instant, c'est un écrin qui convient bien au travail journalistique. J'ai rien à rajouter. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir Merci pris le à temps vous. de venir nous répondre. C'est très gentil à vous. C'était un plaisir. Il n'est pas 7h30 ce midi, 4h15.